va donc accueillir un autre panéliste. Il est là depuis, en tout cas, les longues années de lutte de libération du continent africain. Il est juriste, membre de la société civile. J'ai nommé Maître Janvier Momo, que nous accueillons dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Bonsoir Maître, bienvenue. Monsieur Ndoum, bonsoir. Un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Afrique Média. Ils sont tellement importants pour nous que chaque fois que vous nous donnez l'occasion, nous devons le leur faire savoir en leur disant merci. Un bonsoir aussi à tous les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Je ne vais pas oublier un fait qui défait la chronique. C'est en réalité une jeune fille, une jeune dame qui se fait agresser sur le pont à Douala. Elle se fait agresser par un homme qui, à répétition, vient frapper sur elle. Et cette jeune chef d'entreprise, elle n'a même pas eu la force de lever le bras, donc elle a encaissé, jusqu'au moment où l'agresseur s'est senti satisfait de son agression et est entré dans sa voiture, il a démarré, il est parti. Nous interpellons les officiers de police judiciaire, nous interpellons la justice camerounaise de prendre cette affaire au sérieux parce que lorsqu'on organise un État, il y a des préceptes fondamentaux qui se doivent d'être respectés. C'est quoi? C'est l'égalité homme-femme. Et si il y a une collision entre deux véhicules, je pense que cela ne devrait pas dire qu'il y a eu des coups de poing entre deux personnes. Donc, nous implorons, nous déplorons ce fait et nous demandons à notre justice, à la justice camerounaise, en qui d'ailleurs nous avons pleine confiance, de prendre cette affaire très au sérieux parce que la jeune Ingrid Ngouné, elle en a encaissé et en mondovision. Alors, je salue les techniciens, je l'ai dit tantôt, M. Ndoum. Vous venez de mettre sur la table, sur le plateau d'Afrique Média, une fois de plus, le Mali. Alors, c'est tellement important que lorsque un cours d'eau circule de façon souterraine à un endroit, très souvent la source se trouve ailleurs, c'est-à-dire là où ce cours d'eau jaillit se trouve ailleurs. La relation Afrique Média Mali est une relation directe. C'est une relation du cours d'eau avec la source. Donc, c'est avec plaisir que je vous dis merci pour cette invitation. Je salue les copanélistes que vous avez présentés. Tout à fait. Je ne vais pas oublier Patient Parfait d'Homme et M. Tachinda qui sont des lutteurs de grande envergure. Tout à fait. Alors, merci de m'avoir invité. Allez, merci à vous. Le tout dernier, pas des moindres de ce festin panafricaniste, jeune loup au temps très long, ces analystes longuement appréciés sur la télévision panafricaine. Et notre invité dans le cadre de cette édition du débat panafricain, j'ai nommé Jonathan Batingeni. Merci infiniment, très cher ami. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. On espère qu'on s'en sortira. On espère qu'on s'en sortira dans ce programme. C'est aussi que le nom de notre illustre aîné est toujours redondant dans notre cerveau. Bonsoir, cher aîné, et sentez-vous saluer particulièrement par le mérite que vous nous inspirez. Bonsoir, Fabrice Ndoum. Bonsoir. À notre aîné également, il est aussi quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, le grand frère Bertrand Tachinda, Maître Janvier Momo aussi également. Bonsoir notre frère, particulièrement notre frère du côté du Mali, le général Diawara. Et c'est aussi un plaisir de rencontrer M. Issa Sissé avec qui nous allons partager le plateau. Nous tenons à saluer les autorités maliennes qui ont commencé à attaquer les terroristes avec les Sukhoi 25. Et hier, une grande opération a été lancée sur les bases arrières de Boni, des terroristes. Ils ont été détruits grâce aux Sukhoi 25. C'est la preuve que l'armée malienne est montée véritablement en puissance. Les terroristes sont en débandade. On a vu Paris programmer dans la précipitation une visite à Alger, certainement pour aller demander au président de l'Algérie de retenir les forces algériennes qui sont également engagées aux côtés des forces maliennes. Nous souhaitons que cette coopération continue de monter et qu'elle défasse cette alliance terroriste qui est une alliance internationale.
Nous tenons aussi à dénoncer un élément qui s'est produit hier dans la nuit. C'est la mort de la fille de M. Dugin, Alexander Dugin, qui est le penseur attitré de l'eurasiatisme. Et elle était allée à un concert et sa Jeep a explosé aux environs de 20 h à Moscou quand elle rentrait de ce concert, qui était en fait un concert, qui était un concert de célébration eurasiatique. Et à ce concert, tout montre que celui qui était visé, c'était Dugin, parce qu'il avait participé à ce concert. Et sa fille, il aurait dû rentrer avec sa fille. Donc l'attentat montre une chose, ça s'inscrit dans la logique d'élimination des personnalités de premier plan, mais surtout des penseurs qui ont une influence pour contredire la pensée unique occidentale. C'est également un acte qui rappelle l'assassinat de M. Soleimani, le général Soleimani iranien. C'est un peu comme si les Africains ou bien les peuples qui sont sous la domination occidentale pouvaient s'asseoir et planifier la mort, que ce soit de Bernard-Henri Lévy, qui est un criminel de guerre. On l'a vu sur les chaînes d'une télévision hexagonale. On le voit se pavaner, dans les pays. Si eux, ils peuvent planifier la mort des hommes de pensée comme Dugin, pourquoi les autres peuples ne planifieraient pas aussi la mort de leurs penseurs? C'est vraiment malsain ce que l'Occident intègre dans le cadre des relations internationales, et c'est en contradiction avec l'idée même de la liberté d'expression. Cette manière d'agir ne promeut pas l'humanité, ne promeut pas la diversité de pensée. C'est la preuve que l'unidimensionnalisme occidental veut s'imposer par la brutalité et par la lâcheté. Donc nous dénonçons cet assassinat, nous dénonçons ces pratiques inhumaines. Nous nous tenons solidaires avec M. Dugin, ainsi que tout le peuple russe qui est ainsi touché, et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Nous savons que le grand homme ne tombera pas à cause de ce malheur. L'Occident continue de nous montrer qu'on se trompe si on compte avec eux comme étant l'exemple de la liberté d'expression. D'accord. Merci à vous, Jonathan Tengeni. On va donc prendre ce premier élément qui revient autour de ce discours de Sadio Camara qui s'est exprimé en toute fin de semaine. Eh bien, pour lui, Moscou a permis aux Maliens de garder un espace d'expression sur la scène internationale. On prend cet élément et on vous retrouve, très cher monsieur Issa Cissé Issa Diarra, pour en parler. Inquiétant. Devant le risque de voir la nation malienne se désintégrer, les autorités de la transition issues de l'insurrection populaire de 2020 ont décidé de réorienter leur stratégie en diversifiant leurs partenariats pour briser la dépendance sécuritaire dans laquelle le Mali était entretenu. Déterminé et décomplexé, le Mali estime qu'aucune puissance ne peut prétendre à une quelconque exclusivité de la coopération malienne. Le Mali veut nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous ceux qui ont la capacité et surtout la volonté de coopérer avec lui dans le respect de sa souveraineté et la préservation des intérêts mutuels. Dans cet esprit, notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides avec l'Union soviétique qui a accompagné la République du Mali depuis les premières heures de son indépendance au plus fort de la guerre froide. C'est encore le lieu de féliciter le peuple russe et lui témoigner la reconnaissance du peuple malien, car la Fédération de Russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité envers le Mali. Le gouvernement malien met l'accent sur la sécurité humaine et dispose du soutien du peuple qu'il s'efforce de protéger. Faute du soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, les autorités de la transition ont impulsé une dynamique totalement nouvelle, s'appuyant sur des succès militaires qui ont surpris beaucoup d'observateurs, pour créer les conditions du retour progressif de l'administration et des services sociaux de base au plus près des citoyens. Le premier semestre de l'année 2022 a ainsi vu une avancée spectaculaire sur le plan sécuritaire. Sous l'impulsion de la France,
frustré par son absence de résultats. C'est qu'il convient d'appeler la communauté internationale à imposer des sanctions absurdes au peuple malien dans un effort délibéré d'aggraver les effets de la crise avec l'espoir de pousser en quelques semaines les populations à se révolter contre les autorités de la transition. Ceux-là, sous-estimant la résilience et le courage patriotique du Malien, pour montrer sa volonté d'émancipation, notre peuple s'est levé comme un seul homme pour s'unir autour de l'essentiel, la survie de la nation. Les soutiens populaires se sont manifestés partout en Afrique, motivés par la flagrante injustice faite au peuple malien. Le Mali est resté debout et le partenaire russe est resté à ses côtés. Le bilan du partenariat renforcé russo-malien est éloquent. Malgré l'embargo, le Mali a acquis en quelques mois davantage de moyens militaires que pendant les 30 dernières années. Grâce aux sacrifices économiques consentis par le peuple et à la coopération avec des pays comme la Russie, la Chine et d'autres, les groupes terroristes qui réussissaient hier à décimer des garnisons entières sont désormais en dépendance sur tout le territoire. Leurs sanctuaires sont détruits, leurs bases logistiques sont démantelées, leurs chefs sont neutralisés. Désorganisés et progressivement coupés de leur soutien, ils en sont réduits à s'attaquer aux cibles molles, aux populations sans armes. Le sud et le centre du pays sont largement pacifiés, malgré quelques actions d'éclats terroristes largement reliés par des médias pressés de montrer le Mali en difficulté. L'espoir est revenu dans les villages. Ainsi, près de 100 000 réfugiés et personnes déplacées sont retournés dans leurs villages. La liberté de circulation des personnes et des biens redevient une réalité. L'agriculture reprend, l'activité commerciale se développe, l'administration se redéploie. Pour amorcer une profonde refondation du système de gouvernance du Mali, le gouvernement de transition lance des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires sans précédent, afin de doter le peuple malien des outils durables indispensables à son développement harmonieux. Jugé inquiétant pour une certaine classe dirigeante mondiale, le combat du Mali pour sa dignité et sa liberté est pris en exemple par tous les peuples du Sahel. Merci donc à Nathan qui nous a permis d'avoir le cœur net autour de cette déclaration du colonel ministre de la Défense du côté du Mali, Sadio Kamara Issa Diawara. Je vous retrouve pour une première analyse autour de cette sortie du ministre de la Défense. On l'a compris et dans sa communication, il veut rendre l'ascenseur acquis de droit, c'est-à-dire à la Russie pour l'accompagnement au-delà militaire, mais également un appui diplomatique qui, selon lui, permet aujourd'hui au Mali de garder un espace d'expression sur la scène internationale. Comment appréciez-vous cette sortie de Sadio Kamara Issa Diawara? C'est là, c'est tout le monde libre qui apprécie cette sortie. C'est un discours d'ailleurs qui parle de faits réels, de faits vrais, des faits qui sont vérifiables, des faits qui sont vérifiés sur le terrain. C'est pourquoi permettez-moi d'appuyer ce que Jonathan avait dit hier. Le Mali n'a pas détruit une seule base de terroristes. Il y a eu 2 attaques hier. C'est-à-dire les terroristes ont été neutralisés dans la région de Menaka et ils ont été neutralisés à Mondoro où ils ont perdu l'un de leurs chefs clés, un certain Ongoiba. Donc il y a eu cela, donc le Mali est carrément en mode offensif. Ce qu'on va retenir du discours du colonel Sadio Kamara, il a d'abord beaucoup insisté à l'attente sur un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui veut dire d'emblée que le Mali autrefois était dans un partenariat qui n'était pas en tout cas du gagnant-gagnant, mais dans un partenariat avec un pays qui était condescendant, un pays qui était dans une posture voilà, néocolonialiste, comme vous le savez, paternaliste. Un pays qui pense pouvoir dicter en tout cas ce que le Mali doit faire ou ce que le Mali ne doit pas faire. Donc je pense que c'est derrière nous, parce que si on analyse bien le discours du colonel Sadio Kamara du début à la fin,
il a été totalement question d'opposer le Mali actuel au Mali d'il y a quelques années. C'est-à-dire quoi? Le Mali avec Russie comme partenaire et le Mali d'avant la Russie comme partenaire. C'est-à-dire le Mali quand le Mali était en collaboration avec la France. C'est pourquoi le colonel Sadio Kamara dit qu'en quelques mois de collaboration avec les Russes, le Mali l'armée malienne a été équipée mieux que les 30 dernières années en collaboration avec la France. Ça veut dire que 12 mois de collaboration de la Russie est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable que 30 années de collaboration avec la France. Parce que 30 années de collaboration avec la France, le Mali n'a même pas assez d'hélicoptères de combat. Le Mali n'a rien comme char de combat. Au contraire, des équipements ont été détruits. Et ensuite, il a opposé le Mali partenaire de la Russie à nouveau au Mali partenaire de la France autrefois. C'était même pas partenaire. Le Mali sous exploitation de la France autrefois. Il dit cette fois-ci, l'armée malienne est en mode offensif. C'est l'armée qui est en train de détruire les terroristes. En réalité, ce sont les terroristes qui sont terrorisés aujourd'hui. Or, autrefois, quand on était avec la France, ce sont les terroristes qui détruisaient les casernes du Mali. Nous avons vu comment ils brûlaient des villages entiers. Nous avons vu comment ils récupéraient les armes au niveau des casernes du Mali, comment ils faisaient réfugier les Maliens. Aujourd'hui, il a avancé les chiffres, plus de 100 000 réfugiés déplacés ont regagné leur famille. Et ensuite, c'est le Mali qui est en train de terroriser les terroristes aujourd'hui. Donc c'est le Mali et l'administration est en train d'être redéployée. C'est pourquoi je dis qu'il y a une communication piège des blogueurs de la France pour dire qu'il y a 80% du territoire malien occupé. Mais je dis c'est faux. Ça c'est carrément du mensonge. Le Mali contrôle toutes les capitales régionales, toutes les capitales provinciales. Même à Kigali, il y a des militaires maliens. C'est moi qui vous le dis. Donc le Mali est partout. Mais ce qui se passe, il y a des opérations d'éclat des terroristes. C'est-à-dire, ils viennent s'attaquer à quelques postes militaires. Ils ne s'attaquent même pas à un camp militaire en tant que tel. S'ils s'attaquent à un camp militaire, ça serait une opération d'éclat comme à Kati, où ils n'ont réussi presque à tuer aucun militaire. Nous l'avons dit, le militaire qui est tombé, voilà, on sait dans quelles conditions il a été tombé. Donc, ils sont dans de telles opérations, ils s'attaquent à des postes que vous trouvez un peu isolés, des postes avancés de l'armée, où il y a peut-être 50 militaires ou 60 militaires en poste. C'est là qu'ils profitent, ils créent un surnombre, ils essaient de s'attaquer. Et là encore, l'aviation malienne aujourd'hui intervient de façon très efficace. C'est à cela que nous assistons. Donc il faut saluer les partenariats avec la Russie. Et d'ailleurs, il a dit que le Mali est ouvert à tous les partenaires possibles. Mais la seule condition, c'est de respecter la souveraineté du Mali et que cela soit un partenariat gagnant-gagnant. Tout pays qui n'est pas prêt à aller dans ce cas d'un partenariat gagnant-gagnant, le Mali lui dit bon débarras, le Mali lui dit adieu. C'est de cela qu'il est question. Merci. Cissé, j'aimerais avec vous pour avoir à votre avis la teneur de cette sortie de Sadio Kamara Ona, en face quand même ministre de la Défense, mais qui tient un discours panafricaniste qui permet aux uns aux autres d'apprécier aujourd'hui l'accompagnement qui est fait par la Russie. Est-ce que c'est une manière pour lui de rendre l'ascenseur, on va dire, à la Russie qui est un partenaire militaire stratégique à votre pays aujourd'hui? Oui, tout à fait. À mon analyse, tout de suite, il y a le ministre qui vient de faire quelque chose pour non seulement interpeller le monde entier sur l'incapacité, l'insuffisance de la France en complicité avec la MINUSMA pour s'accaparer vraiment du Mali au bien-être du peuple malien. Il a essayé vraiment de décortiquer la phase, pourquoi la transition insiste, la durée de la transition. C'est pour permettre non seulement à ceux qui sont dans les non-dits, à ceux qui n'est pas déclarés, que eux, en tant que jeunes volontaires avec une vision assumée, ils peuvent aller au-delà de ça et faire valoir aux yeux du monde entier qu'il y avait certainement un complot multidimensionnel qui rôdait autour vraiment de notre cher pays, la patrie malienne. Et en quelque part, il le dit et il le fait. Et c'est ce qui est intéressant pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons un partenariat avec la Russie. Ça a deux sens, proprement dit. Parce que le Mali, au départ, a commencé avec la Russie. Et en 8 ans, la Russie a tout donné au Mali pour qu'il soit un pays non seulement développé et un pays autonome en 8 ans. Les premiers avions que l'armée, la République du Mali a eu, c'était un don
de l'administration anglaise. Et c'est la Russie qui a repris ces trois et emmené en Russie, enlever tout l'équipage anglais et le faire remplacer par l'équipage russe et en même temps avec tout l'arsenal de pilotage russe pour venir accompagner les premières vols maliennes. Donc en 8 ans, cette réussite a été faite. Et après ces 8 ans, nous sommes descendus vraiment dans les entrailles du monstre. C'est avec la compagnie européenne. Donc c'est pour dire, il essaie vraiment de montrer au monde entier qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix, de persister et essayer d'écarter cette politique fallacieuse appuyée par nos hommes politiques, des marionnettes et des valets de la France, qui ont voulu vraiment détruire notre nation, comme Modibo Keïta l'avait dit en 1962, que je viens de chasser l'impérialisme. Ils ne sont pas partis. Ils rôdent autour de nous et grâce au concours d'un faux digne fils malien, ils feront tout pour faire revenir l'impérialisme sur notre sol et nous pillera. Et ces jeunes sont venus aujourd'hui pour encore faire sortir l'impérialisme, qui est la France, et d'autre part, qui est soutenu vraiment par l'ONU. À travers les missions du ministre de la Défense, sur le plateau des Nations Unies, il démontre encore que l'ONU est complice de tout ce que la France fait. Parce que quand on prend le contingent de la MINUSMA déjà, elle est composée de toutes sortes. Et tout ce qui se passe sur le sol malien, il a donné un chiffre, et des déplacés plus de 100 000. C'est une réalité, l'ONU est au courant. Devant vous, nous avons eu 100 000 déplacés. Nous avons eu 2 millions d'exilés. Nous avons eu 250 villages détruits. On a eu 6500 femmes, enfants éventrés, brûlés, calcinés sur notre sol. 250 villages ravagés, brûlés sur notre sol. Il interpelle l'ONU et justifie encore que de croire à la mission entre le Mali et la Russie, qui n'est pas une nouveauté, mais on a confiance en la Russie, qui peut nous aider à nous faire sortir dans cette augure. Et encore, il parle de partenariat gagnant-gagnant. Moi, je ne le prends pas en tant que tel partenariat gagnant-gagnant, parce que c'est dire au monde entier que tout ce qui est au Mali aujourd'hui n'intéresse que la France et les Nations Unies. Et donc, quelque part, nous voulons aujourd'hui un partenariat, c'est une garantie. Quelqu'un qui peut nous garantir et nous laisser faire vraiment notre choix de vie et essayer vraiment d'être ouverts au monde entier. Donc c'est pour dire que c'est des analyses aujourd'hui que le ministre a fait et moi je pense que ça me va droit au cœur. Ça doit être quelque chose aujourd'hui qui doit plaire à toute l'Afrique parce que ces jeunes sont en train de faire renverser une réalité historique qui a été implantée depuis l'avènement de nos indépendances. Et mieux que ça, ces jeunes sont en train de mettre en cause depuis 1884 un effet historique que l'Europe a mis en place pour pouvoir s'accaparer du tiers-monde. Ils sont en train d'aller au-delà de tout ça aujourd'hui. Et je pense que ces jeunes, ils sont bien conseillés. C'est des jeunes qui sont des intellectuels. C'est des jeunes aujourd'hui qui ont l'amour de la patrie malienne et ils sont encore africains. Comme l'hymne national du Mali l'interpelle, et moi je pense que ces jeunes, ils sont sous la voie de feu Modibo Keïta pour pouvoir ramener l'union, l'unicité africaine. Voilà le tempo. Si vous êtes partant, vous pouvez croire en nous et vous pouvez ensemble donner la main pour pouvoir renverser cette tendance que la Russie cherche quelque part. Parce qu'il y a en vue un bouleversement planétaire qui se passe. Aujourd'hui, le monde va changer. Le capitalisme va chuter. Et c'est le départ de ça. Donc, c'est pour dire, on attend que les Africains se donnent la main de croire à cette réalité historique. Donc, ces jeunes sont en train encore de renverser le précaré français. Le précaré français, dans le précaré français, on ne te permet jamais d'aller dire aux Nations Unies toutes les insuffisances de la France. Donc c'est pour dire qu'encore interpeller les Africains de croire en nous-mêmes, de ne pas nous laisser embobiner par des valets et des marionnettes mises sous contrôle vraiment de la France, des Nations Unies, pour pouvoir s'accaparer de nos sols. Moi je pense aujourd'hui ce ministre, il mérite vraiment toutes les félicitations africaines et moi je la salue, je salue le colonel Assimi Sadio Kamara et je salue la transition malienne aujourd'hui qui sont sur une dynamique franchement et qui permettra à l'Afrique vraiment de croire en nous-mêmes
pour dire qu'on peut être vraiment une nation de demain. Je vous remercie. Issa Sissé, patient parfait d'homme, je vous donne la parole autour de cette sortie du ministre Sadio Kamara. Quand on l'a écouté, on veut croire et comprendre que dans sa démarche communicationnelle, il veut, en plus de ce qui a été dit, permettre aux Maliens aujourd'hui de mieux apprécier le partenariat avec la Russie, mais également de tenter de mettre, s'il fallait le faire sur une véritable balance, eh bien, l'apport entre la Russie, du moins l'apport récent de la Russie et celui que la France vraisemblablement eu avec le pays. Est-ce qu'on peut comprendre dans sa démarche un souci de transparence dans la gestion de cette transition du point de vue militaire? Je pense que la première chose d'abord que le colonel Sadio Kamara essaie de mettre au clair, essaie de mettre en exergue, c'est le gangstérisme et la fleuterie de la France dans cette prétendue lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Nous l'avons dit ici depuis très longtemps, qu'en réalité, ce qui se passait dans le Sahel, c'était des constructions du point de vue de la barbarie occidentale qui mettaient en avant l'existence de ces groupes armés comme s'il était sorti de nulle part, et qui devait donc justifier en réalité la présence de ces armées d'occupation dans cet espace. Il y a une corrélation visible entre leur présence et le fait qu'ils ont des passe-droits dans certains secteurs stratégiques comme l'exploitation du sol et du sous-sol de cet espace. Ils étaient donc comme des espèces de proconsuls par qui il fallait passer pour faire quoi que ce soit dans cet espace et qui déterminait l'existence profonde de cette néocolonie rampante qui ne veut pas mourir. Nous avons enfin, à la tête de l'État malien, de véritables dignes fils et filles d'Afrique qui n'hésitent pas seulement à pointer du doigt cette réalité, mais d'y apporter des preuves concrètes qui n'ont pas peur de le dire, de l'affirmer et de le démontrer. Il ne faut pas prendre la question de l'apport de la Russie comme une espèce de démonstration du pas l'absurde de l'efficacité de la France. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est que pour la première fois dans cette zone, ce n'est pas seulement des lubies ou bien des déclarations qui sortent des aboyeurs que nous sommes, mais il y a des faits concrets, des preuves concrètes. Et le gouvernement malien dit, mais je ne me limite pas à le dire, à le professer. Je veux qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il y ait une rencontre et que je mette sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU ces preuves, pour que l'ONU s'en accapare. On n'est pas dans une espèce de débat sur le sexe des anges. Nous sommes dans le concret, dans la vérité. Et c'est ça qui fait la différence entre hier et aujourd'hui. Parce que hier, ce fut une diplomatie molle. Même quand les gens avaient des preuves, vous pouvez démontrer la face du monde que le jeu de la France est un jeu trouble. On ne parlait de la diplomatie, qu'il y a des choses qu'on ne dit pas n'importe comment. Non. Vous ne pouvez pas avoir un acteur comme la France, un adversaire comme la France, dans cet espace-là, qui, de par les propos de son plus haut représentant, je parle de son chef d'État, ne fait plus secret de sa volonté de détruire l'exécutif actuel au Mali, le gouvernement malien actuel. Et vous, parce que je fais un clin d'œil à Maître Momo, parce qu'on a vu hier dans d'autres pays, c'est-à-dire que les gens qui avaient des preuves, mais qui refusaient de les mettre sur la table. Le dossier irakien nous rappelle quelque chose. Non, pas irakien, je parle sur notre continent. Sur notre continent, d'accord. Je vais pas aller loin. Oui. Quand vous avez en face d'un type pareil, d'un monstre comme le monstre impérialiste occidental, il faut apprendre à lui avec le loup. Arrêtez de faire une fausse diplomatie qui, en réalité, ne porte pas ses fruits.
au contraire, plus tard, va se transformer en rouleau compresseur contre vous-même. Et c'est ça qui fait le charme de cette élite politique qui dirige le Mali aujourd'hui. C'est leur volonté, c'est leur courage politique de dire à la face du monde, voici ce que nous vivons. Oui. Arrêtez de nous raconter des bobards. Voici la vérité. Donc je pense sincèrement qu'au-delà du soutien que nous devons apporter au Mali, nous devons encourager la direction de l'État malien aujourd'hui à aller dans ce sens. Parce que c'est le seul langage en réalité qui va mettre complètement à nu, autant pour moi, mais surtout démontrer à la face du monde que nous sommes dans un complot pour continuer d'assujettir nos États, pour continuer de dominer notre espace, pour refuser qu'il y ait une quelconque ambition politique pour nos peuples et pour l'avenir de nos enfants, tout simplement parce que pour les autres, nous ne valons rien. Nous sommes des sous-hommes, nous sommes des êtres qui ont été dominés et qui n'ont pour seule vocation que d'être au service de leurs propres intérêts. C'est ça l'enjeu central. Donc moi, je dis au colonel Sadio Camara, félicitations mon colonel. Vous avez tout le soutien de l'Afrique digne. Je prolonge ce débat en disant, on veut créer la chienlit au niveau du Mali. On veut opposer les Maliens. On veut leur donner l'impression que certaines ethnies maliennes sont de connivence avec, n'est-ce pas, ce groupe djihadiste. Parce qu'ils ne seraient pas d'accord avec la nouvelle direction que prend le Mali. Ça va être, d'excuses, la Libye commode qu'on veut utiliser en réalité pour nous ramener en arrière. La marche en avant de Mali ne peut être concrète, ne peut être efficace, ne peut être valable et viable que si, justement, des réalités comme celle-là, des preuves palpables comme celle que le Mali a aujourd'hui entre ses mains, sont mis à la face du monde. Tout à fait. Pour démontrer, j'espère, le caractère, j'allais dire... unique. Non, au-delà même de... Le mot unique, il est faible. Le mot unique, il est faible. Parce que si ça dépendait seulement de dire, ok, on veut m'évacuer de cet espace, je m'agrippe, je fais des quatre fers, comme on dit, on ne peut plus comprendre. Mais, en faisant de ces quatre fers, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plomber complètement l'avenir de tout un continent. On veut tuer l'avenir de la jeunesse de demain. Donc, on veut nous dénier, même de simple fait que nous sommes des êtres humains comme au même titre que les autres. D'accord. Bravo à l'armée malienne, bravo au peuple malien, bravo au gouvernement malien, à ce gouvernement de transition. Allez de l'avant, vous avez le soutien de notre continent parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. Vous savez, tous les grands peuples qui ont eu à se libérer de l'oppression impérialiste ont payé des prix. Le Mali va payer des prix. Mais c'est le preuve du feu par lequel il faut passer si vous voulez avoir votre liberté, votre souveraineté et votre indépendance. Il n'y a pas de 100 000 voies. C'est la seule voie par laquelle il faut passer pour le faire. Merci. Donc, au peuple africain, au peuple malien, oui, nous le savons, nous allons payer le prix fort. Mais nos sacrifices seront à la hauteur de notre ambition pour redonner à cette planète, à ce monde, un nouveau visage de l'humanisme. Toute sa dignité, pour reprendre les propos du colonel Sadio Camara. Maître Janvier Momo, vous êtes juriste international. Je vous pose singulièrement cette préoccupation parce qu'on a suivi une certaine opinion qui a prospéré il y a peu après cette sortie du colonel Sadio Camara, qui pense que dire aujourd'hui que en guillemets, le Mali ne doit son existence sur la scène internationale que grâce au soutien, mais surtout à l'accompagnement de la Russie, fait désormais de la Russie ou alors du Mali comme étant un sous-État par rapport à la Russie. Comment répondez-vous à cette opinion-là? Je pense que ce qui se passe au Mali a pour responsable, c'est-à-dire a pour paternité le peuple malien. Il ne faut jamais l'oublier. Ceux qui sont à la transition au Mali aujourd'hui ont accompagné une révolution populaire
un soulèvement de masse qui remet en cause un certain nombre, un état de choses sur le plan de la coopération et du partenaire avec la métropole qu'est la France. Ce qui s'est passé au Mali, c'est le vaillant peuple malien qui se rend compte à un moment donné que le scanner de la coopération avec la France contient un certain nombre de méfaits qui ne permettent pas au pays non seulement d'exercer sa souveraineté, mais aussi et surtout de faire de la prospective pour l'avenir. Alors, dans un pays où il y a des enfants qui ont été formés, des militaires, ils se doivent d'accompagner ce type de révolution. C'est ce qui est en train de se faire au Mali. Alors, l'indépendance du Mali vis-à-vis de la Russie. Vis-à-vis de la Russie, oui, mais est affirmée. Le Mali est un État indépendant. Le Mali est en train de l'affirmer. Sadio Mané n'est pas russe. Sadio Kamara n'est pas russe. Il faut le dire. Alors, Assimi Goïta n'est pas russe. Ce sont des Maliens. Alors, nous pensons à un moment donné que le partenariat avec la Russie, avec la Fédération de Russie, a eu pour conséquence directe l'acquisition de tous les éléments qui concourent à l'indépendance nationale. Quels sont ces éléments? Il y a l'indépendance diplomatique. Aujourd'hui, le Mali parle en tant qu'État souverain, indépendant, libre dans ses affirmations, dans ses rapports, tant avec les pays africains qu'avec les pays extérieurs du continent africain. Il y a l'indépendance sécuritaire. Le Mali aujourd'hui est sur le chemin de la conquête de la véritable indépendance sécuritaire de son pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il est question aujourd'hui au Mali de détruire toutes les katibas, de détruire toutes les formes de déstabilisation du pays qui ont été instrumentalisées par ceux qui sont venus en disant qu'ils sont venus les combattre. Il y a enfin ce que je peux appeler l'indépendance médiatique. Mais quand vous regardez le Mali aujourd'hui, M. Ndoum, quand le Mali porte plainte aux Nations Unies contre la France. On va y revenir tout à l'heure. Mais oui, non, ça concourt de ce que je suis en train de dire. Alors, c'est un corollaire de l'exercice de l'indépendance et de la souveraineté du pays. Lorsqu'ils saisissent l'instance, lorsqu'ils saisissent les Nations Unies pour reprocher à la France ses relations incestueuses avec les terroristes, ce n'est pas nouveau, ils l'ont toujours fait. Alors, nous pensons que le Mali aujourd'hui, dans sa coopération avec la Fédération de Russie, est en train de retrouver ce que nous pouvons appeler le noble chemin hors tube de l'indépendance véritable d'un État. C'est-à-dire la possibilité pour le pays d'organiser sa politique intérieure, d'organiser sa politique extérieure, de faire la prospective économique et surtout de compter sur soi-même. Nous l'avons vu pendant les sanctions démentielles de la CEDEAO. Comment les Maliens se sont organisés pour accepter, je dis bien pour accepter toutes les difficultés que la CEDEAO était en train de leur infliger. Alors, le peuple malien n'a pas lâché du lest parce qu'en réalité, les sanctions de la CEDEAO avaient pour corollaire, avaient pour but de provoquer un soulèvement de masse au niveau du Mali et à remettre en cause la présence des membres de la transition. Or, ils n'ont pas atteint cet objectif et ce que nous avons apprécié, c'est que le peuple malien a continué à se mobiliser pour donner du soutien moral aux membres de la transition qui sont en train de conduire le pays sur ce que je peux appeler le noble chemin hors tube. Alors, M. Doum, quand vous regardez le Mali aujourd'hui, mais l'embouteillage, quand je reviens sur l'indépendance sécuritaire, l'embouteillage sécuritaire qui était créé au Mali, et là je reprends les termes du colonel Sadio Kamara, cet embouteillage sécuritaire était créé par ceux qui ont dit aux Maliens qu'ils sont en train de leur apporter la paix, la sécurité. Alors, commençons par la résolution qui crée la MINUSMA. La résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui crée la MINUSMA. C'est une mission intégrée de stabilisation. Mais comment
définir le terme stabilisation, stabiliser un pays. Alors, pendant tout ce temps, est-ce que le Mali a été stabilisé? Au contraire, pour intervenir davantage, la France, toujours elle, parce que la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est à l'origine de la résolution? Mais s'il vous plaît, panafricaniste, c'est la France qui saisit les Nations Unies. Qui dit c'est bien la France. Elle revient en 2014 pour une autre résolution 2164, mais cette fois, elle enlève l'essentiel des pouvoirs de la résolution 2100 et concentre la MINUSMA sur les problèmes de réconciliation nationale. Comment réconcilier un pays qui n'est pas en paix? Elle vient d'abord d'où? Mais oui! Mais c'est cette entourloupe que le peuple malien a vécu. Alors, quand vous voyez, quand le colonel Sadio Camara parle d'embouteillage sécuritaire, c'est de cela qu'il s'agit. Deux résolutions de la MINUSMA, du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2100 et 2164. L'opération Serval. L'opération Serval, après l'opération Serval, vous avez, c'est cette autre opération qu'il y a eu avant Takuba. Après l'opération Serval. Barkhane. Vous avez Barkhane qui arrive. Alors, tout cet embouteillage sécuritaire a continué à créer l'insécurité au niveau du Mali. Or, le partenaire aujourd'hui a permis à la République du Mali de venir à bout de ces terroristes. Ce n'est pas encore le 100%, mais nous sommes sûrs que ce n'est plus qu'une affaire de jour. Parce que les terroristes sont en débandade. Ils savent que leur soutien qui était la France n'est plus. Lorsque la France quitte la base de Gao le 15 août dernier, alors c'est pour dire au revoir au Mali, pas au revoir pour dire adieu au Mali, mais les terroristes, ils ne sont pas cons. Ils comprennent que si la mère patrie en matière de... si le guide en matière de djihadisme et de terrorisme est parti, à plus forte eux qui ne sont que les adeptes du guide ou du gourou. Donc pour nous, il n'est pas question de dire que le Mali, aujourd'hui, est ce qu'il est parce que uniquement la présidente de la Fédération de Russie, la Fédération de Russie est venue dans le combat de la sécurité. Non, c'est d'abord les Maliens. Les Maliens ont posé le problème et puis ils ont été accompagnés par le partenaire. Et c'est ce que nous demandons aux États africains. Regardez le langage que les Maliens pètent aujourd'hui sur le plan international. C'est le langage de la souveraineté des États. C'est le langage de la totale liberté. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous leur disons, ils ont tout notre concours. D'accord. Merci à vous, Maître Janvier. Bertrand, je vous retrouve puisque le ministre Sadio Camara parle d'un soutien constant, mais surtout sincère de la part de la Fédération de Russie. Quand il le dit, puisque dans son argumentaire, on a eu droit à un tableau comparatif de l'accompagnement militaire passé avec la France, mais surtout celui récent avec la Russie, où on le voit présenter cet accompagnement militaire-là et croire d'ailleurs à l'efficacité de cet accompagnement militaire vis-à-vis de son pays, Sadio Camara. Quand il le fait, est-ce que c'est pour rendre l'ascenseur davantage à l'État de Russie pour leur dire nous sommes conscients de l'apport que vous nous donnez depuis un moment dans le processus de sécurisation de notre pays? Le ministre Sadio Camara fait pas seulement ce que vous dites là, il le fait, mais il met en parallèle les conséquences sécuritaires des États qui sont dans des partenariats exclusifs de défense. Aucun pays de la CEDEAO qui est dans un partenariat exclusif de défense avec l'ancien partenaire, je vais faire un effort de pouvoir prononcer le nom de l'ancien partenaire, n'a une sécurité. Et nous disons aux Maliens, leur histoire ressemble étrangement à l'histoire d'un pays qu'on appelait le Nigeria. Sous Goodluck Jonathan, on s'est posé beaucoup de questions. Personne n'arrivait à comprendre comment un pays qui a potentiellement l'armée la plus solide en termes d'effectifs et même de matériel militaire n'arrivait pas à bout de quelques voyous en caleçon appelés Boko Haram. C'était un problème. Personne n'a compris. Mieux, le QG de Boko Haram était dans la forêt de Sambisa. Tout le monde le savait. Mais l'armée de ce pays puissant, je parle du Nigeria, puissant, n'avait jamais donné l'assaut.
Et il y avait un monsieur qui était à la tête de ce pays qu'on appelait Goodluck Jonathan, qui expliquait que mon armée puissante là, je le mettrais au service de la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire aux côtés des forces nouvelles. Le grand frère Parfendo a fait une analyse parfaite de la situation du Mali, reprise par mon frère Maître Janvier Momo. Moi, je regarde cette histoire-là sous le paradigme de la CEDEAO. Parce que l'histoire malienne peut se regarder aussi en regardant la CEDEAO. En regardant les structures de la CEDEAO. Je veux donner quelques chiffres de la CEDEAO. En regardant les ressources naturelles de la CEDEAO. En regardant le comportement des terroristes au sein de la CEDEAO. Pourquoi vous ne questionnez pas ça? Ils n'ont pas le même comportement. Les terroristes n'ont pas le même comportement sur la corne de l'Afrique. Ils n'ont pas le même comportement aujourd'hui. On nous dit même que le M23 aujourd'hui est affilié à Al-Qaïda. Vous n'êtes pas surpris? Mais le M23, mais janvier, on nous dit aujourd'hui que le M23, des scientifiques congolais démontrent de façon irréfutable qu'il y a une branche du M23 affiliée à Al-Qaïda. Pareil pour le Mozambique. Même au temps du Frelimo, le Front de libération de Mozambique, il n'y avait pas une influence islamiste au Mozambique. D'où peut venir l'influence islamiste au Mozambique? Mais aujourd'hui, il y a des ports mozambicains, des ports pétroliers mozambicains fortement attaqués par les islamistes. Ben, ils n'ont pas le même. C'est quand vous voyez les comportements de ces islamistes-là, et vous voyez le comportement des islamistes au sein de la CEDEAO. Moi, j'ai regardé quelques chiffres au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants. 32% de la population africaine. C'est déjà une richesse. Dans une ressource. C'est la sous-zone d'intégration la plus jeune en Afrique. Donc quand quelqu'un arrive à la tête d'un État de la CEDEAO, il n'intègre pas déjà ces trois chiffres-là, c'est-à-dire 400 millions d'habitants, 32% de la population africaine, la population la plus jeune, c'est-à-dire un jeune a besoin de quoi? De tout. Un jeune a besoin de santé, un jeune a besoin de sécurité, un jeune a besoin d'école, un jeune a besoin de maison, un jeune a besoin de tout. Donc vous gérez la tête des États, vous ne tenez pas compte de ça, vous n'apportez pas de réponses à ces jeunes-là, vous serez balayés. Regardez la CEDEAO aujourd'hui. Les chefs d'État n'ont pas été balayés, d'autres suivront. Pourquoi? Parce qu'au Niger, un rassemblement de près d'une quarantaine de partis, d'associations, pour l'instant il n'y a pas d'homme politique, qui disent à Barkhane que vous passerez sur notre corps. Vous allez partir du Niger avant décembre. Ce sont des jeunes. Et quand vous regardez ceux qui affrontent les militaires français, ceux qui coupent les routes, qui bloquent les chars français, c'est des fois 10 ans d'âge. Vous voyez des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est ça la caractéristique de la CEDEAO. La sous-zone d'intégration la plus jeune au monde. La plus jeune au monde. Et des jeunes sont arrivés au pouvoir, n'ont pas voulu regarder ces indicateurs-là. À partir du moment où dans une chambre à Matignon, on expliquait qu'on t'apporte le soutien, on t'apporte de l'aide, tu as notre confiance, ça suffisait pour eux. Et la quasi-totalité d'hommes politiques maliens qui ont défilé au pouvoir depuis la mort de Modibo Keïta, le premier coup d'État en 68, le lieutenant Moussa Traoré, et tous se sont comportés comme ça. La garantie tout risque, c'était Paris. Sadio Camara, par son discours, dit que c'est fini. Tant pis pour ceux qui ont cru et ceux qui croient. Première des choses. Donc il explique que si vous ne diversifiez pas vos partenariats géostratégiques, vous aurez le terrorisme, vous aurez Al-Qaïda, vous aurez Daesh. Donc c'est devenu une question de vie ou de mort. Nous disons même aux Marocains, à la monarchie marocaine, que vous ne voulez pas diversifier vos partenariats parce qu'ils sont très liés aux mondialistes. Marocains, vous ne voulez pas? Donnons-nous quelques années, on va en reparler. Vous allez voir les terroristes et les djihadistes s'attaquer à la monarchie marocaine. Aujourd'hui, l'heure est à la diversification des partenariats. Pas seulement dans notre sens, même dans l'autre sens. C'est-à-dire même Moscou, même la Russie a compris que moi, la Russie, avec mes capacités militaires que personne n'a dans le monde, je dois diversifier mes partenaires géostratégiques. Et en ce moment, ils sont en train de négocier et de signer un accord avec l'Iran qui va régir les 30 années de leur coopération, la Russie et l'Iran. Ils ont signé le même partenariat avec l'Inde. Ils signent avec la Chine. Ils signent avec la Turquie, membre de l'OTAN. Signent avec la Turquie. Ils sont même allés signer avec l'Ouganda. C'est-à-dire que allié indéfectible de Washington. Et là, beaucoup se demandaient. Donc, même la Russie comprend que. Beaucoup tentent de comprendre si cette coopération entre la Russie et la Turquie venait être officialisée. Est-ce que cela ne va pas affaiblir davantage l'OTAN, vu qu'on connaît le rôle prépondérant que joue la Turquie au sein de cette affaire? Puisque l'OTAN vous impose
l'exclusivité de partenariat avec lui. Tout à fait. Et à partir de là, l'OTAN a les terroristes dans la poche. Quand vous avez l'exclusivité de partenariat, vous n'avez pas de banque centrale, vous avez un déficit budgétaire abyssal, vous ne transformez pas ce que vous produisez. On vous exporte, les réformes de vos armées sont inspirées par eux. Vos généraux sont formés à Saint-Cyr. Mais on prend 500 terroristes, on jette dans la nature, vous ne tenez plus. Et on vous dit, base militaire, rapidement. On laisse les terroristes arriver au portail de la présidence. Vous criez au secours, on a l'accord militaire. Vous bandissez l'accord militaire. Mais il est dit que si on m'attaque, vous intervenez. Ils disent que jamais. On n'intervient pas. Nous, on va à l'ONU. Et si vous voulez intervenir, on dit pas de problème. Bon, base militaire. Vous êtes obligé, dans une situation compliquée, cernée par les terroristes, d'appeler la base militaire. Et même de dire qu'au-dessus de base militaire, là, je livre contrat. Je vous donne quelques richesses de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'or, c'est le coton, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le cuivre, c'est le fer, c'est la bauxite, c'est le cacao, c'est le manganèse, c'est le silicium, c'est l'uranium, c'est de l'eau pure, c'est de l'argile, c'est du caoutchouc, c'est du charbon, c'est de l'étain. Chers amis de la CEDEAO, vous aurez les guerres, hein? Parce qu'ils expliquent au sein de l'OTAN qu'il faut aller chercher ça par tous les moyens. Il faut ça par tous les moyens. L'Europe est inflationniste aujourd'hui. Il y a une grève générale en Grande-Bretagne lundi. La population dit 10% d'inflation. On demande aux responsables politiques anglais que, mais depuis la deuxième guerre, 10% d'inflation. La France est à 12%. Le Portugal font les 20%. Des pays comme la Hongrie disent ça ne va pas. Le gouvernement italien, vous n'avez pas vu qu'il a sauté? On a chassé un premier ministre. Il dit qu'il démissionne. Mais la rue lui disait que, mais mon ami, allons aux élections générales. La honte a dit qu'il a préféré partir. Regardez l'Europe. Le gaz, la France a annoncé, j'ai reçu un ami qui venait de France hier. Il dit que M. Tatinda, on nous a fait parvenir les SMS. Il y aura des lestages. C'est-à-dire la France a dit que vous vous moquez du Cameroun, là, de l'Afrique. Merci, grand frère, vous êtes au courant. Il y a déjà des délestages en France. Il y a des zones en France où c'est 3 jours par semaine. Merci, merci. Ça date depuis des semaines, 2-3 semaines déjà. Au-delà, grand frère, du prix du gaz qui a monté, c'est 35 voire 40% des revenus de ménage, il y aura des lestages. Et vous avez ça, Africains, tout ça, qui peuvent stabiliser leur économie, leur faire repartir, leur donner de l'embonpoint et de la belle vie. Vous restez là, vous vous dites que vraiment le monde est bon, on s'aime, la France, on s'aime. Même nos amis ivoiriens qui ont l'exclusivité avec la France. Vraiment, moi, je ne peux pas vous dire la main sur le cœur que le pouvoir d'Abidjan sera stable jusqu'en 2025. Je ne suis pas un partisan de coup d'État. Vraiment, mais je ne peux pas vous dire. En tout cas, les indicateurs peuvent... Parce que voilà les enjeux. De comprendre que... Or, le Mali va comprendre. Le président Goïta va rapidement comprendre avec ses amis que ce n'est pas une histoire... Ici, c'est une histoire de guerre. Seule la guerre libère. C'est tout. Quand Sankara le disait, on dit qu'il est qui ce monsieur? Il n'a pas un doctorat. Qu'est-ce qu'il dit là? Il raconte quoi? Mais seule la guerre libère. Maliens, acceptez votre guerre. C'est tout. Acceptez votre guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous sommes attentifs à ce qui se passe en Guinée. On comprend les pressions sur les militaires guinéens. Nous comprenons les pressions que les militaires guinéens ont. Nous comprenons pourquoi, et c'est pour ça que je vous ai interrogé le dialogue tchadien. Il y a 5000 soldats de Barkhane au Tchad. C'est pour ça que le dialogue tchadien là, non, c'est pas pour la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'à l'issue du dialogue, il y aura une force politique qui va émerger au Tchad et pouvoir donner aux mondialistes gratuitement toutes ces richesses, ou bien à l'issue du dialogue, il y aura une force politique, comme le président Déby le disait, plus jamais nous serons une colonie. Voilà l'enjeu du dialogue tchadien. C'est propre. Voilà l'enjeu du dialogue tchadien. Et comme le voyou se cache, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qatari, sortez, animez cette histoire-là pour qu'on ne me voit pas. C'est quoi le Qatar? Qui est le Qatar? Mais le Qatar, c'est une bulle gazière mondialiste. C'est-à-dire que les monarchies du Golfe sont même
Mais réfléchissent tout de même les monarchies du Golfe de comprendre que vraiment... Je voulais en venir. Avoir une exclusivité avec Washington, donc même les monarchies du Golfe sont en danger. Le chantage de Washington à la sécurité, ils se disent que il y a aussi musclé. Pékin est musclé. Poutine est musclé. Autant musclé que Washington. En plus, le dollar, si demain, le pétrodollar, le dollar perd de sa valeur, nos fonds de pension, nos réserves, nos avoirs, mais qu'est-ce que ça vaut? Mais est-ce que le rouble demain ne peut pas être une monnaie de référence, une monnaie stable? Est-ce que le yuan, est-ce que le dinar, est-ce que notre monnaie au sein de la CEAC, on est en train de parler de la fusion CEMAC-CEAC. Il faut revenir dessus dans la semaine. On veut venir parler de l'affaire là parce que l'enjeu CFA. D'accord. Nous avons des informations que les patriarches posent la question de savoir quel outil monétaire. Oui. Et qu'un certain nombre d'acteurs disent que quel outil monétaire. Parce que c'est l'élément de la fusion. Les patriarches de la CEMAC expliquent qu'on veut une monnaie stable et adossée à beaucoup d'autres monnaies. Donc, on veut fondre dans la CEAC, mais avec quel outil? C'est un débat de fond. C'est-à-dire les bribes qui nous reviennent. Donc, vraiment, pour sortir et expliquer aux Maliens que nous ne pouvons que saluer les Maliens. Parce que la victoire du Mali aura quelque chose d'extraordinaire. Ça va permettre à un pays comme le Burkina de croire en lui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si le Burkina ne... C'est-à-dire, des pays, même un pays comme le Cameroun, ça va nous donner plus de confiance. Donc, le Mali n'a pas le droit d'échouer. Parce que la confiance africaine, la renaissance africaine, c'est sur la victoire malienne. Donc, vous voyez, donc, on ne fait pas des émissions ici tous les jours parce que les Maliens nous envoient de l'argent. Non, on fait des émissions parce qu'on dit aux Maliens que, mais vraiment, même la Somalie, là, qui est déjà devenu un narco-État et un État djihadiste, ils vont renaître si vous gagnez. D'accord. Ils vont prendre conscience que, donc on peut affronter les mondialistes parce que les Chebabs là, c'est Washington, c'est Paris, c'est rien, c'est les petits bandits, c'est des voyous, c'est Washington et Paris cachés derrière. Donc ce pays-là va renaître et on a besoin d'un pays comme la Somalie qui a une grande histoire avec nos frères éthiopiens. Donc voilà l'enjeu pour lequel nous soutenons les Maliens. Grand frère, ils nous envoient quoi? Rien, à part ils nous félicitent seulement. Merci à vous. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Tatina, et on va sortir de ce fait d'actualité avec vous. Jonathan Batengene, est-ce que dans la communication du colonel Sadio Camara, il veut aussi, au-delà de tout ce qui a été dit, faire tomber le mythe du pseudo-accompagnement militaire de la France en Afrique? Tout à fait, il veut faire tomber le mythe, mais il essaie surtout de redonner à l'armée malienne les éléments de son argumentaire, parce qu'aujourd'hui, cette armée malienne qui se déploie et qui a le mérite de réaliser des prouesses, cette armée a besoin de s'affirmer dans sa diversification de partenaires comme étant un acteur indépendant, surtout le pays en lui-même comme un acteur indépendant qui désormais peut penser sa sécurité de manière complexe, tout autant que les problèmes qu'elle affronte. Donc le colonel a essayé de montrer que dans la création des partenariats, il y a une logique qui est suivie par l'armée malienne, il y a une logique qui est suivie par l'État malien. Et cette logique est en cohérence et en correspondance avec les résultats engrangés par l'armée malienne. Vous allez voir que depuis le 10 août, l'armée malienne a éliminé près d'une centaine de terroristes, a maîtrisé, comme disait notre frère Diawara au départ, a maîtrisé des figures de proue. Il y a 2 chefs terroristes qui sont tombés. L'un a été arrêté, l'autre est mort. Celui qui se faisait appeler Ousseifa. Je parle de Aboura Ongoïba, qui était une des têtes de la Katiba Serma. La Katiba Serma qui elle-même est liée au groupe de soutien à l'islam, au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et c'est le groupe qui était lié à la Katiba Matina également, donc à Amadou Koufa, à la Katiba al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar et à Ansardine, avec tous les autres groupes terroristes qui avaient fusionné pour créer l'insécurité. On sait que ces groupes terroristes ont fusionné à la suite des accords d'Alger, comme nous a toujours renseigné le ministre Yves Le Drian. C'est
les accords d'Alger qui ont accouché de cette insécurité. Il dit, selon lui, que c'était l'inapplication de ces accords qui a créé ces conditions-là. Mais en fait, nous savons que ça a été le point de départ, d'abord, de l'idée d'une partition du Mali à partir de ce qu'ils ont appelé l'autonomie des régions, et surtout de la grande région de l'Azawad, qui devait créer en fait, qui devait être le préalable de la création de l'État de l'Azawad. Ils disent donc que la non-application a débouché sur l'insécurité, et donc le GSIM qui recueille à lui seul 70% des actes d'insécurité depuis 2017. C'est-à-dire que s'il y a eu 100 attaques au Mali, le GSIM lui seul a 70 attaques qui sont à son compte. Et le GSIM est le groupe qui va jusqu'au sud-ouest du Burkina Faso et redescend jusqu'au Niger. Vous voyez un peu, c'est carrément le groupe qui tient cette zone-là. Et il y a aussi quelque chose à noter quand il décrit l'ancien partenariat, ou bien du moins l'ancien rapport qui est un rapport d'assujettissement. Il déplore le fait que ce rapport, ce partenariat n'ait pas été concluant dans le sens d'apporter la sécurité. Mais il y a bien plus que le colonel n'a pas dit. Figurez-vous, lors de la dernière attaque de Tessit, il s'est produit quelque chose au niveau du Mali. Dans la contre-offensive de l'armée malienne a réussi à mettre hors d'état de nuire près de 70 combattants. Et parmi les combattants, il se trouve qu'il y a 37 légionnaires des forces spéciales françaises. Il y a des combattants danois, il y a des combattants ghanéens qui sont tués pendant l'offensive. D'après les témoignages d'un des militaires, il explique que les militaires qui ont, les gars qui ont utilisé l'artillerie étaient à plus de 20 km du camp. Et qu'ils ont utilisé 600 véhicules. Des véhicules armés jusqu'aux dents. C'était des véhicules bien équipés. Et que ces véhicules leur permettaient de se déplacer facilement dans le désert. Ils ont d'ailleurs évité les zones qui débouchaient sur le fleuve parce qu'ils avaient besoin d'un terre-plein pour avancer. Vous voyez que c'est une coopération tout à fait bizarre que lui proposait l'ancien partenaire, ou du moins l'ancien pilleur, la France. Parce que lorsque la France paie 37 combattants, aujourd'hui Emmanuel Macron a même honte de révéler aux populations françaises que l'armée française est endeuillée. Il a honte. Les drones qui ont été aperçus après le traçage des drones, on se rend compte que les drones appartenaient également à l'armée française. On ne va pas parler de toute la plainte, des éléments de la plainte qui ont été déposés, qui ont constitué un dossier, nous avons dit, bien ficelé contre la France. Mais la France est un acteur qui a joué contre le Mali. Et le Mali, aujourd'hui, veut montrer simplement aux autres pays africains qu'on peut faire autrement. Prenons un peu un élément avec la France pour voir à quel point sa coopération est néfaste. Lors de sa visite, celle d'Emmanuel Macron au Bénin, il demande au président Talon de ne pas acheter du matériel aérien pour sa défense. Il a dit pour l'accompagnement aérien, on va étudier comment vous accompagner, mais à l'immédiat, nous envoyons des gilets pare-balles. Monsieur Ndoum, ça veut dire clairement, n'achète pas d'avion, nous la France, on s'occupe du ciel. Il interdit à un pays souverain d'acheter ses avions. Mais c'est quand même ahurissant de voir comment le président Talon, face à cela, n'a pas protesté ou n'a même pas trouvé une astuce pour dire non, c'est quand même un domaine régalien. Et j'ai prêté serment sur la constitution du Bénin pour protéger les populations de notre pays. Il aurait dû le faire, il l'a laissé faire. Ça veut dire qu'en fait, il a abandonné un domaine de souveraineté. C'est ça la coopération avec la France. Quand le même président français fait une note au Togo, au président du Togo, en disant au président du Togo que pour les questions encore de défense aérienne, c'est la France qui s'en occupe. Mais c'est encore une manière de dénier à ces pays la responsabilité souveraine de leur protection. C'est une manière de dénier le droit à la défense de l'espace souverain. Or, la souveraineté découle d'abord du fait qu'on ne puisse aliéner une partie de votre territoire. À partir du moment où vous abandonnez votre ciel,
à une puissance étrangère, vous aliénez votre souveraineté. Donc, la France ne reconnaît pas la souveraineté des États avec lesquels elle est en coopération en Afrique. Nous avons pris le cas du Mali, mais il fallait prendre le cas des pays qui actuellement sont en coopération pour que les gens comprennent aussi, qu'ils voient qu'on ne raconte pas des fadets. Ce n'est pas une bataille, comme disait le grand frère Tachinda tout à l'heure, c'est pas une bataille où on va dire non, après le président Assimi Goïta va appeler, il va dire bon, ces panélistes, il faut les arroser, bon, ce qui ne se passe pas. Non. C'est qu'il faut quand même que les téléspectateurs comprennent que la France ne reconnaît pas la souveraineté des États. Quand interdit au Bénin et au Togo d'avoir des aéronefs de défense pour sa sécurité, à l'heure où on sait que les terroristes sont en train de s'étaler dans toute la bande de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est refuser à ces États de faire prévaloir leur droit souverain à la défense nationale. Donc, dans ces conditions-là, le Mali montre un exemple. C'est que nous n'avons pas toujours besoin de supplier. À certains moments, nous devons être forts, énergiques, demander, revendiquer notre indépendance, revendiquer notre souveraineté. Et ça ne se fait pas toujours en douceur, ça peut se faire avec violence. Et le peuple malien, qui est aussi un peuple exemplaire, a montré qu'il fallait accompagner les autorités dans cet élan-là. D'ailleurs, vous avez vu comment les manifestations, le peuple malien s'est mobilisé derrière les autorités de transition. Aujourd'hui, le gouvernement de transition au Mali jouit d'une légitimité à une nulle autre pareille. Et cette légitimité lui a donné le droit de mettre en touche la France. Cette France qui sort, c'est une France qui désormais est aux abois. Tout à l'heure, le grand frère Patient Parfait nous a parlé des délestages. Mais c'est cohérent. Un pays qui a 59 centrales nucléaires. Vous savez combien sont actuellement aux arrêts? 30. 30 centrales nucléaires françaises sont aux arrêts. Ça veut dire que la France n'a plus les mêmes capacités de production énergétique. Et ces centrales nucléaires sont alimentées par quoi? L'essentiel, c'est ce qu'ils ne disaient pas, mais on s'en rend compte. La chaîne d'approvisionnement a été bousculée, sérieusement bousculée au Niger. C'est pourquoi ils n'arrivent plus à approvisionner leurs centrales. Eux qui achetaient également de l'uranium en Australie et en Nouvelle-Zélande, là-bas les prix ont augmenté. Là où ils achetaient à bas coût, ces zones d'approvisionnement sont sérieusement ce qui peut justifier les délestages, comme on l'a d'ailleurs les délestages. Cette France, ce n'est encore que le début. Il y a l'autre phénomène qui va se produire. Parce que, monsieur Ndoum, il y a un phénomène qui va bientôt permettre de révéler une autre faiblesse de la France. C'est que, avec la question des énergies fossiles, c'est-à-dire les hydrocarbures, la France va perdre tout le bassin du Sahel. La France ne contrôle déjà plus les énergies fossiles au niveau du golfe de Guinée. Ça veut dire que la France sera obligée désormais de miser sur ses approvisionnements dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, ils s'y sont préparés. Le Yémen, hier, le président français et le président Joe Biden se sont arrangés pour que les Français aillent occuper illégalement une exploitation pétrolière au Yémen, alors que les Français détiennent près de 40% de l'entreprise nationale yéménite des hydrocarbures. Mais les Français, parce qu'ils ont besoin d'énergie, là maintenant, ils ont décidé d'aller désormais puiser ça. Et ça, c'est du vol. Parce qu'il n'y a aucun État qui puisse les taxer là-bas. Les États-Unis qui ont compris cela, volent le pétrole en Syrie et approvisionnent l'Europe avec ce pétrole. Voilà les nouvelles sources d'approvisionnement. Le terrain africain, c'est des éléments qui nous rendent optimistes. Le terrain africain, le combat que nous menons, pas seulement au Mali, dans toute l'Afrique, nous avons réussi à bouleverser la chaîne d'approvisionnement de la France. D'abord en uranium. Ça, nous l'avons fait. Nous allons continuer ce combat. Nous demandons à tous les Africains de rester mobilisés. Le déclin de la France est en pleine réalisation. Le déclin de l'Occident est en pleine réalisation. Le travail qui est fait au Mali n'est en fait que le grand déclencheur.
C'est un déclencheur qui se fait concomitamment avec des actions. Hein. Parce que le Cameroun, il ne faut pas ignorer ce qui se passe actuellement au Cameroun. Les Français avec ce qui se passe en Centrafrique. Les Français sont en train de perdre, par exemple, l'uranium. Il y avait également l'uranium de Centrafrique qu'ils devaient mettre à profit en cas de pénurie. Ils ne peuvent plus avoir accès à cela. Il y a l'uranium au Cameroun. Ils ne peuvent pas avoir accès à cela. Il y a la bauxite qu'ils croyaient qu'ils pouvaient exploiter en Centrafrique au Cameroun. Ils n'ont plus accès à cela. Il leur reste de faibles réserves. La France est aux abois. Elle devient un petit pays. Un nain géopolitique, comme m'a le dit notre frère Delphin de Guitega. Oui, la France n'a plus la puissance qu'elle avait. Dans la lecture globale, notre grand frère Bertrand Tachinda a dit quelque chose. Vraiment, c'est à cause des terroristes de Cabo Delgado au Mozambique que nous avons j'ai essayé de faire des recherches sur l'histoire de cette zone. Eh bien, je me rends compte que le lien que nous voyons, le fait que la Somalie, il y ait des musulmans, toute cette zone-là, c'est une vieille histoire avec le royaume d'Oman. Oui. C'est le royaume d'Oman qui a envoyé beaucoup de musulmans dans cette zone. Et c'est pourquoi l'Arabie Saoudite trouve un malin plaisir à créer une déstabilisation parce qu'il trouve que c'est une influence omanienne. D'accord. Et il y a une vieille querelle là-bas parce que, par exemple, tout ça commence au royaume des Zanzibar. C'est les Allemands arrachent le Zanzibar carrément entre les mains des Britanniques. Les Britanniques leur laissent donc le Zanzibar et les Allemands vont coloniser toute une zone qui va jusqu'au Mozambique et une partie de la Somalie. Donc, avec le départ des Allemands, ils vont réorganiser cette zone. Tout ce que nous voyons là-bas, on aura bien une émission pour ça, tout ce que nous voyons là-bas a une explication historique. C'est des peuples qui ont un lien historique. Mais nous ne le savions pas. Nous ne sommes qu'au sujet d'accueil et dans le combat. Pourquoi nous devons avoir cette lecture globale? C'est important. Parce que l'Occident, malheureusement, nous sommes en train de résoudre des contentieux qui ont commencé à partir de 1800 en Europe. Oui. Ce que nous faisons actuellement, c'est des vieux contentieux. Nous sommes en train de le résoudre morceau après morceau. Mais comme c'est un puzzle, nous réunissons les éléments du puzzle. Et aujourd'hui, nous avons presque la carte qui se dessine. L'Afrique est dans ce puzzle. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ont reprojeté leur rivalité continentale sur l'Afrique. Et c'est ce qui aujourd'hui crée tous ces problèmes. D'accord. D'ailleurs, les Français qui sont actuellement en train de sortir, ça arrange bien les Britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques, eux par contre, leur chaîne d'approvisionnement n'est pas encore assez bousculée. Ça arrange les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas assez bousculés. Le déclin de la France, pour eux, ils ne considèrent pas ça comme le déclin de l'Occident. C'est le déclin d'une puissance concurrente. Mais nous devons avoir une vision globale. Parce que les intérêts de la France étaient liés ou bien sont liés à ceux de l'OTAN. Et que l'OTAN, en tant que puissance, a le même mode opératoire que la France. Donc, notre adversaire ayant été la France, nous devons garder à l'esprit que la France n'était qu'un des acteurs parmi les agresseurs. C'est une bande qui était venue charogner l'Afrique. Donc, cette bande de charognards, quand nous détruisons un, nous devons regarder les autres. L'Occident, globalement, s'il vous plaît, nous devrons nous organiser pour attaquer toutes les positions de l'Occident sur le continent africain. Le problème qu'a connu l'Éthiopie ressemble à tous les problèmes que nous analysons ces derniers jours dans le monde. Merci à vous, Jonathan Batengedi.